Bienvenue dans ce troisième chapitre d'histoire qui traitera de la Seconde Guerre mondiale. Nous nous demanderons pourquoi est-ce qu'on peut qualifier ce second conflit mondial de guerre d'anéantissement. Première partie, une guerre mondiale est totale. Il s'agit d'abord d'une guerre planétaire, mais également d'une guerre idéologique. La Seconde Guerre mondiale est une guerre planétaire et totale. Elle engage des pays situés dans le monde entier. Les terrains d'affrontement se situent en Europe, autour du bassin méditerranéen et en Asie-Pacifique. Sur la carte, ici, vous pouvez voir les deux camps qui s'opposent. L'axe, représenté en vert, est constitué de l'Allemagne, de l'Italie, du Japon et de ses alliés. Et enfin, l'autre camp, que l'on appelle les Alliés, constitué du Royaume-Uni, de l'URSS, des États-Unis, de la Chine et de la France, bien qu'elle soit occupée par l'Allemagne à partir de 1940. Il y a également toutes les colonies de ces États et puis quelques alliés encore en Amérique du Sud pour le Brésil, par exemple. Les pays qui s'affrontent ont des idéologies opposées qui renforcent la haine et la violence. L'Allemagne nazie veut conquérir un espace vital à l'est de l'Europe. Elle veut également détruire le communisme en URSS et exterminer les Juifs qu'ils considèrent comme une classe parasite. Les Anglais et les Américains veulent abattre la tyrannie nazie au nom des libertés. L'URSS veut affirmer la supériorité du communisme et les Japonais, eux, veulent exploiter l'Asie centrale et pour cela vont conquérir une bonne partie de la Chine et de la péninsule chinoise. La mobilisation est également totale. Dans chaque camp, la mobilisation est totale. Tous les moyens humains et matériels sont donc mis en œuvre par les États pour permettre la victoire finale. Ainsi, près de 90 millions de soldats participent au combat. Les civils, particulièrement les femmes, sont mobilisés pour travailler dans l'industrie d'armement et financer la guerre, les impôts, les emprunts, grâce à une intense propagande. Les États-Unis mobilisent particulièrement leur économie avec le Victory Programme, qui vise à faire du pays l'arsenal des démocraties. Les colonies fournissent des hommes et des matières premières. L'Allemagne ainsi que le Japon s'appuient également sur le travail de centaines de milliers de prisonniers de guerre. La guerre accélère également les innovations scientifiques et techniques. Le radar, le missile V2 ou V1, et un pas décisif est franchi avec la mise au point par les États-Unis de l'arme nucléaire en 1945 suite au projet Manhattan. Deuxième partie, la violence extrême des combats. Tout d'abord, une guerre d'anéantissement. La violence des combats est extrême, surtout sur le front de l'Est et en Asie-Pacifique où les belligérants ne respectent plus les règles de la guerre. Massacre de prisonniers de guerre par exemple. Les civils deviennent également la cible des bombardements. En 1940, l'Allemagne bombarde les villes anglaises, c'est ce que l'on appelle le Blitz, qui veut dire éclair. À partir de 1942, ce sont les Alliés qui bombardent à leur tour les villes allemandes et japonaises. Entre septembre 1942 et février 1943, la bataille de Stalingrad devient le symbole d'un conflit qui montre une volonté mutuelle d'anéantissement tant les destructions sont énormes. 80% de la ville de Stalingrad sera détruite lors de cette bataille. Puis, en août 1945, les États-Unis larguent les bombes atomiques sur Hiroshima puis Nagasaki. Vous avez ici une photo qui vous montre un Hiroshima avant et après le largage de la bombe. Dans les pays occupés par l'Axe, les civils sont maltraités. Ils subissent des réquisitions qui créent de fortes pénuries et sont parfois obligés d'aller travailler en Allemagne. C'est ce qu'on appelle le travail forcé. L'armée allemande persécute les civils sur le front Est
et le Japon multiplie les cruautés dans les pays qu'il occupe, surtout en Chine. Face à cette cruauté et à ces difficultés rencontrées par les civils, des résistances se mettent en place. Dans de nombreux pays occupés par les Allemands ou les Japonais, des résistances s'organisent. Elles s'opposent aux occupants et au régime de collaboration par des actions civiles de refus, des grèves, mais aussi par les armes, sabotage ou assassinat. Les dirigeants sont pourchassés, torturés, fusillés ou envoyés en camps de concentration. Cette guerre a un bilan effroyable. La Seconde Guerre mondiale a fait environ 50 à 60 millions de morts, en majorité des civils, à tel point que certains historiens parlent de guerre d'anéantissement. Durant cette guerre, les Allemands ont commis de nombreux actes inhumains. C'est pourquoi les dirigeants nazis sont jugés par un tribunal international à Nuremberg en 1945. Il en sera de même en 1946 pour les dirigeants japonais lors des procès de Tokyo. Troisième partie, le génocide des Juifs et des Tziganes. Tout d'abord, les ghettos et les Einsatzgruppen. Après la conquête de la Pologne, les Allemands regroupent les Juifs polonais dans des ghettos situés dans les villes d'où ils ne peuvent plus sortir et où beaucoup meurent de faim ou de maladie. À partir de 1942, les habitants sont évacués des ghettos pour être conduits vers les nouveaux camps d'extermination. Lors de l'invasion de l'URSS en juin 1941, de petites unités SS, les Einsatzgruppen, sont chargées de suivre l'armée allemande en territoire soviétique et d'y exterminer les Juifs et les Tziganes. Avec l'aide de leurs auxiliaires locaux, ukrainiens et baltes, ils regroupent hommes, femmes et enfants qu'ils fusillent à l'écart dans des fosses qu'ils vont ensuite recouvrir de terre. C'est ce que l'on appelle la Shoah par balle. Les camps d'extermination. À la fin de l'année 1941, Hitler décide l'extermination de tous les Juifs d'Europe. Peu après, en janvier 1942, les hauts dignitaires nazis se réunissent à Wannsee pour organiser la solution finale, c'est-à-dire l'extermination des Juifs d'Europe. Les SS ouvrent de grands camps d'extermination dans la partie polonaise du Grand Reich. Les Juifs des ghettos polonais, puis d'autres Juifs ainsi que les Tziganes, les homosexuels, les criminels ou les opposants sont acheminés par train. Ces voyages jusqu'au camp sont souvent mortels. Les déportés sont presque tous immédiatement tués dans des chambres à gaz, puis leurs corps brûlés dans les fours crématoires. Auschwitz, premier centre de mise à mort pour les Juifs européens, est à la fois un camp d'extermination et de concentration. Les Juifs déclarés inaptes au travail sont immédiatement gazés. Il s'agit bien souvent de personnes âgées ou de femmes avec de jeunes enfants. Les autres travaillent dans les camps ou dans les usines, puis qui bénéficient ainsi d'une main-d'œuvre gratuite. La plupart meurent d'épuisement, de faim, de maladie et de mauvais traitements. Quand ils deviennent trop faibles, les Juifs sont envoyés à leur tour dans les chambres à gaz. Un bilan dramatique pour ce génocide. Le génocide des Juifs, ou Shoah, a fait entre 5,1 et 6 millions de morts, ce qui représente environ 50% des Juifs européens. Le génocide Tsigane, connu sous le nom de Samudaripen, a fait, lui, de 200 à 250 000 morts, selon les sources. Lors du procès de Nuremberg en 1945, 22 responsables nazis sont jugés et pour la plupart condamnés. Deux nouveaux termes sont inventés pour qualifier ces crimes nazis: génocide et crime de guerre ou crime contre l'humanité. À leur tour, les rares rescapés des camps se sentent incompris. Une partie des Juifs, qui ne se sentent plus en sécurité, quittent l'Europe pour s'installer en Palestine britannique où ils espèrent fonder un nouveau foyer juif. La vidéo est maintenant terminée. Vous pouvez aller faire le quiz de compréhension ou revisionner cette capsule.